À la différence de méthodes classiques comme le cycle V, beaucoup d'entreprises tech utilisaient bien avant. La différence, c'est que dans la méthodologie agile, on avance dans des projets en allant par itération, petit à petit, discutant avec les parties prenantes, les stakeholders, et puis avançant sur le projet à pas, à la différence de méthodologie en cycle V, par exemple, où il fallait commencer par analyser le besoin, faire un cahier de charges, de spécifications techniques, et on ne pouvait pas passer une étape sans pourtant finaliser la première étape. Pourtant, avec la méthodologie agile, il y a un peu une amélioration dans ce sens où on peut, en cas de blocage, on peut directement passer à une étape qui est à une autre étape qui est un peu plus, comment je peux dire, à une étape qui est déjà, qui n'a pas de blocage, et on avance petit à petit jusqu'à ce qu'on ait la solution. Et voilà. Pour parler de Scrum, Scrum, c'est une méthodologie agile axée sur la livraison itérative et incrémentale. La livraison incrémentale et itérative, c'est en fait, comme je venais de le dire, avec le cycle V, il fallait qu'on puisse finaliser toutes les étapes nécessaires de l'analyse des besoins avant de passer à les implémentations proprement dites. Par contre, avec Scrum et Agile, l'avancement s'est fait par itération, petit à petit. Vous parlez directement aux clients qui sont des parties prenantes représentées. Scrum utilise les mots stakeholder pour les représenter dans le framework. Vous parlez aux stakeholders et puis les petites parties-là se réalisent progressivement, petit à petit, en avançant. Et ces frameworks offrent des possibilités aux développeurs de se rapprocher au maximum aux besoins des clients. Parce qu'on avance en ayant des réunions directement avec les stakeholders qui sont les parties prenantes. Les Scrum reposent sur 3 piliers. La transparence, surtout en équipe, il faut que toute l'équipe, qui est l'équipe, la partie réalisation, qui est constituée des développeurs, des designers, des testeurs en même temps, tous doivent tous doivent avoir les mêmes informations sur les projets. C'est pas qu'il y a une seule personne qui détient en fait tous les contenus du projet et puis il vient juste donner une partie à l'équipe. Non, toute l'équipe, que ce soit toute l'équipe Scrum, l'équipe de réalisation, que ce soit les product owners, que ce soit les Scrum Masters, tous doivent avoir accès aux mêmes informations et ajuster les projets au fur et à mesure qu'on avance. Donc, à chaque fois qu'on avance sur les projets, on doit avoir des réunions. L'inspection est facilitée par des réunions qui sont des événements Scrum qu'on va voir dans les slides à venir ici. À chaque cérémonie Scrum, il faudrait discuter sur des éventuels ajustements si les choses n'avancent pas dans la bonne direction. Et l'adaptation, c'est prendre surtout de nouvelles mesures après inspection si on trouve que les projets n'avancent pas sur une bonne voie. Il faut qu'on trouve le plus rapidement possible des mesures pour essayer de s'adapter si on constate que pendant notre avancement, les produits ne se rapprochent vraiment pas aux résultats que les clients attendent. Il faut le plus vite et rapidement possible qu'on puisse trouver des mesures d'adaptation pour rentrer dans le chemin du résultat par rapport aux besoins attendus du client. Et voilà. Et
Les événements Scrum. Quels sont les événements que les frameworks Scrum prévoient? On a les sprints. Les sprints, c'est une période allant de 1 à 4 semaines. Bon, beaucoup d'entreprises les font à des semaines. Et cette période-là est associée à des éléments à réaliser. Et déjà, il y a dans l'équipe Scrum, on a les product owners qu'on va voir dans les slides qui vont suivre. Le product owner a des réunions qui sont des stakeholders, discussions avec les clients. Le product owner va créer ce qu'on appelle des user stories ou des fonctionnalités en termes des besoins qu'il a recueillis chez les clients. Il les crée au niveau du backlog du projet et c'est en fonction de ces éléments créés et des besoins recueillis par les stakeholders. Quels sont les éléments qu'on va attaquer sur une période de 1 à 2 semaines et l'évolution du projet avec la méthodologie Scrum avance itérativement avec des short time, des semaines, l'équipe choisit ensemble avec le product owner, l'équipe de développement pour attaquer pendant la période de 1 à 2 semaines. Généralement, c'est 1 à 2 semaines, mais maximum, c'est 4 semaines. Voilà. Et les sprint planning. Le sprint planning, c'est en fait une réunion d'équipe que l'équipe de développement, les product owners et les scrum masters vont se réunir ensemble pour discuter autour des éléments qu'ils vont programmer, qu'ils vont planifier pour travailler pendant la période de sprint qui est à 2 semaines. Scrum se base un peu, accorde beaucoup d'importance sur l'équipe et donc tout ce qui est planning, tout ce qui est discussion sur les projets ou les produits doit se faire en équipe. C'est pas plutôt un project manager qui vient et décide à la place des autres. C'est plutôt une réunion où les équipes se mettent ensemble et essayent de définir ensemble quels sont les éléments qui vont programmer pour ces sprints à venir. Et ensemble, vous décidez. Mais le product owner dirige en fait toutes ces cérémonies. C'est lui qui coordonne tous ces événements. Et le sprint planning se fait au début de chaque sprint. Au début de chaque sprint, il y a un événement qui s'appelle le sprint planning où les product owners avaient déjà recueilli des besoins auprès du client et avaient découpé ça en user stories qui sont des fonctionnalités. Et avec l'équipe ensemble, vous décidez maintenant, vous avez des fonctionnalités et vous décidez ensemble quelles sont les fonctionnalités qu'on va prioriser pour ces sprints de 2 semaines. Et à chaque 2 semaines, vous avez une livraison qui doit être testable et non travailler sur des fonctionnalités à gauche et à droite. À la fin des sprints, on n'a pas un produit qui est testable. À la fin de chaque sprint, il faut avoir une livraison qui doit être testable et il y a un autre événement qui va suivre pour une présentation au client après chaque 2 semaines. Ici, ouais. Et on a les daily meetings qui fait partie des événements Scrum. C'est quoi les daily meetings? C'est une réunion de planification de l'équipe. Donc, l'objectif, c'est quoi dans les daily meetings? C'est un événement qui se passe chaque jour. L'équipe, en principe, dans les grandes entreprises, il y a un endroit très précis où ils ont déjà aménagé, où il y a chaque jour daily meeting sur cet espace-là, où toutes les équipes prenantes du projet, du développement de ces projets-là, se rencontrent à ces lieux-là pour
planifier la journée, pour discuter autour de la journée. L'objectif, c'est chaque membre d'équipe doit répondre à ces différentes questions. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il fera aujourd'hui, quels sont les éventuels blocages qu'un membre d'équipe rencontre. Et à, à préciser que le daily meeting n'est vraiment pas un lieu où on doit résoudre des bugs, où on doit résoudre des blocages. Le daily meeting prend au maximum 15 minutes, 15 minutes. Et dans ces 15 minutes, on ne peut pas commencer à traiter de problèmes de chaque personne. Donc, dans le daily meeting, on répond juste à ces 3 questions. Qu'est-ce que tu as fait hier? C'est que tu feras aujourd'hui, et par rapport à ce que tu faisais hier, est-ce que tu as des blocages à propos de ça? Et tu vas évoquer tes blocages, mais on ne va pas résoudre ces blocages. C'est à la fin de la réunion que tu peux te diriger vers la personne capable de te débloquer sur ces blocages-là. Donc, on a les sprint review. Les sprint review, ça permet en fait de démontrer les travail accompli durant les sprints. C'est un peu ce qu'on a, en d'autres termes, c'est une démo. C'est une séance démo. Donc, c'est-à-dire pendant la période de 2 semaines, vous avez fait un planning au niveau de sprint planning. Vous avez décidé des éléments que vous allez attaquer pendant les sprints. Et après les sprints, après les 2 semaines, à la fin des 2 semaines, il y a l'événement sprint review qui doit se faire à la fin du sprint pour présenter les travaux accomplis pendant les 2 semaines et recueillir des retours auprès du client. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez qu'avec la méthodologie Scrum, à chaque 2 semaines, on a l'occasion d'avoir des retours auprès du client. Et stakeholder qui ne peut peut-être pas être une seule personne, ça peut être une entreprise qui a contacté votre boîte de développement. Et puis, à chaque 2 semaines, vous avez une réunion comme ça où les stakeholders viennent dans vos installations, ou bien ça peut être en ligne. Vous présentez ce que vous avez accompli pendant les 2 semaines, et les stakeholders a l'occasion de vous donner directement des retours juste après les 2 semaines. Ils vous donnent déjà des retours par rapport au travail accompli pendant les 2 semaines. Ça vous évite, en fait, comme dans des anciennes, dans la méthodologie classique qui est comme les cycles V, l'équipe de développement ou l'équipe produit qui s'est chargée de développement des produits rencontrer les clients peut-être après 1 an de développement. À la fin du développement, c'est là qu'ils viennent rencontrer les clients pour les présenter les travaux qu'ils ont accomplis. Et à ce niveau-là, ce travail-là peut ne pas plaire aux clients. Et à ce niveau-là, les clients peuvent donner beaucoup de retours au même moment, et vous avez beaucoup de modifications à faire sur les produits. C'est pourquoi la mise en place de la méthodologie agile, c'est qui permet en fait que les développements se fassent incrémentalement, par itération. 2 semaines, on a un résultat et on a le retour sur ces résultats-là. S'il y a des retours négatifs, des choses à modifier, on les fixe et on avance, on démarre un autre sprint et on avance incrémentalement comme ça. Comme ça, et voilà. Et on a les sprints rétrospectives.
en fait, vous allez un peu aussi m'excuser, je ne sais pas, ces derniers temps, je ne sais pas, peut-être l'anglais aussi, mais les termes, pourquoi je mets ces termes, les termes qui sont là, des titres en anglais, des événements toujours en anglais, parce que c'est comme ça, même dans des équipes francophones avec qui j'ai travaillé, ces termes et ces événements, c'est prononcé et c'est intitulé toujours en anglais. Euh, euh, c'est rare des équipes, même en espace francophone, qui puissent traduire ces titres. Donc, l'objectif du sprint rétrospective, c'est quoi? C'est de faire les points, en fait, par rapport au déroulement des sprints. Donc, à la fin du sprint, on a un sprint review. Et puis, avant de commencer un autre sprint, on doit avoir un sprint rétrospective. Pour savoir quoi? Pour savoir comment est-ce que s'est déroulé le précédent sprint. Il y a eu des choses qu'on a mal fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit améliorer au prochain sprint? C'est à ce niveau-là qu'on en discute à l'équipe. Je pense que Scrum permet un peu à l'équipe de plus encore se rapprocher et de valoriser, de favoriser le travail en équipe et surtout la collaboration entre les membres d'équipe. Au niveau on a l'équipe Scrum. L'équipe Scrum est constituée de product owner, l'équipe de développement, ou carrément appelée l'équipe de réalisation aussi, et les Scrum Masters. Les product owners, c'est un peu les représentants du client. C'est lui le propriétaire du produit à l'intérieur de la team Scrum, en fait. Donc, c'est lui qui représente les parties prenantes au cours du développement dans l'équipe Scrum. C'est lui qui parle, la plupart du temps, rencontrer les clients, recueillir les besoins, poser des questions qui sont un peu plus détaillées pour mieux découper le problème et comprendre les besoins du client. Et à la suite, ramener ces besoins-là, les transformer à des user stories de développement pour les réaliser. Donc, l'équipe de développement, c'est une équipe pluridisciplinaire. C'est pas seulement les développeurs dans l'équipe de développement. Dans l'équipe de développement, on a les designers, on a les développeurs, et puis on peut avoir encore des testeurs aussi dans l'équipe de développement. Et les Scrum Masters, l'équipe de développement, c'est lui qui conçoit, il teste et puis développe les fonctionnalités selon les exigences que les product owners a recueillies chez les parties prenantes. Et les Scrum Master, lui, il ne fait que son rôle n'est que de faire respecter les valeurs et les principes du Scrum. Donc, ici, il y a une chose à préciser au niveau des Scrum dans l'agilité. Il n'y a pas de chef, en fait, lorsqu'on travaille avec dans l'équipe Scrum. Même si son nom paraît comme si c'est lui le master, c'est lui qui dirige, c'est lui qui va diriger. Le Scrum Master n'est pas le chef du projet dans l'équipe Scrum. C'est quelqu'un qui maîtrise les principes Scrum, il maîtrise les principes Scrum et veille à la bonne exécution des principes Scrum à l'intérieur de l'équipe Scrum. Donc,
à chaque fois que l'équipe Scrum essaye de, de dérouter par rapport au principe Scrum. Par exemple, un exemple, c'est lors des daily meetings, par exemple, où j'avais un daily meeting et on voit les développeurs essayent de résoudre des problèmes durant, au cours des daily meetings, parler des problèmes qui sont plus en plus techniques durant le daily meeting. C'est à ce moment-là que le Scrum Master intervient pour dire, par exemple, stop, euh, pendant les daily meetings, on n'est pas censé résoudre des problèmes qui sont techniques. Vous pouvez les résoudre juste après les daily meetings. Vous pouvez vous rencontrer après pour fixer ces problèmes-là. Euh, en d'autres termes, lui, il est un peu la police de l'équipe Scrum. Il veille à la bonne exécution des principes Scrum. Voilà. Qu'après, sorry. Ouais. Je crois que la partie qui suit, on parle des artefacts Scrum. Les artefacts Scrum, mon écran revient petit à petit. Moi, je peux avancer, avancer en parlant déjà. Les artefacts dans Scrum, sont de documents vivants et des outils de travail que l'équipe utilise pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Là, on parle du backlog et ce qu'elle fait en ce moment. On parlait du sprint backlog et ce qui a déjà été terminé. Et ce qui a déjà été terminé, Scrum les représente comme un incrément. Un incrément. Et dans le product backlog, le product backlog rassemble en fait tout ce qui doit être réalisé par l'équipe, les fonctionnalités, les exigences techniques par rapport au produit et les corrections nécessaires à faire. Et le product backlog est évolutif, il change constamment. Déjà qu'il y a à chaque fois qu'on reçoit des feedbacks du côté des parties prenantes ou des stakeholders, à chaque fois qu'on reçoit des informations ou des modifications à faire, les product owners, qui est les gérants des product backlog, il va faire des modifications. Enoch, en fait, on t'écoute plus là. Je suis revenu sur mon ordinateur, vous me recevez là? Oui, on te reçoit, mais on ne voit plus ton écran. Ok, je repartage. D'accord. Voilà. Vous voyez mon écran, bien sûr. Oui, c'est bon, on voit. Ok. Voilà. Je disais que les artefacts Scrum sont des éléments que l'équipe utilise pour savoir quoi faire, ce qu'elle fait et ce qui est déjà terminé, qui sont des incréments. Et voilà. Les product backlog contient une liste de user stories qui définissent des fonctionnalités, des corrections et des exigences techniques par rapport au produit. Le but du product backlog, c'est de fournir une vision claire des besoins à venir
par rapport au produit que l'équipe de développement est en train de réaliser. Et on parle ici que le product backlog est en fait, il contient des listes de user stories. Et maintenant, c'est quoi un user story? Je parlais de user story bien au début là. Maintenant, ici, on va un peu voir c'est quoi un user, un besoin ou d'une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final. C'est par rapport à tout ce que les clients, le product owner reçoit du client, il reçoit des spécifications de besoins par rapport au produit qui doit être réalisé et les découpe en user story. Comment, c'est quoi la structure d'un user story? Comment se présenter? Comment créer un user story d'une fonctionnalité dans le backlog? Ça suit une structure en tant que, par exemple, en tant qu'utilisateur, je vais faire ça, afin d'obtenir ça, ou bien par exemple. Avant de parler d'exemple d'un user story, je vous parle un peu des caractéristiques d'un user story. Un user story doit respecter les règles, une règle que Scrum appelle invest. Donc, les règles invest, c'est en fait, ça veut dire que un user story doit être indépendant, doit être négociable, doit apporter une valeur et doit être estimable. Et surtout, ça c'est très important, un user story doit être petite, doit être très petite. Ça ne doit pas contenir beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Et en plus de ça, ça doit être testable. Donc, dans Invest, inscription par email ou mot de passe. On dit, en tant que nouvel utilisateur, je vais m'inscrire avec mon adresse email et un mot de passe sécurisé afin de créer un compte personnel et accéder à l'application. Et il y a des critères d'acceptance au niveau des user stories. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Et créer un user story dans ce format ici facilite en fait l'équipe de développement qui est constituée des testeurs aussi à l'intérieur. Et les testeurs, lorsqu'ils viennent tester un user story à la fin, ils vont se référer des critères d'acceptance. Ils vont aller dans des critères d'acceptance. Quels sont les critères d'acceptance attendus par rapport à ces user stories? L'utilisateur doit saisir une adresse email valide, les mots de passe doivent contenir au moins PAN et il doit confirmer et envoyer. Un email de confirmation doit être envoyé après l'inscription. Les testeurs vont tester tous ces critères d'acceptance. C'est en fonction de ça qu'il s'est dit que cette tâche-là ou bien ces user story-là peut être dit down. Que c'est fini. The definition of down, ça définit en fait que tous les critères d'acceptance ont été testés et validés et tout est respecté. C'est à ces moments-là que c'est un user story peut se dire qu'il a respecté les definitions of down de ces user story, en fait, je peux dire. Et maintenant, je rentre un peu au niveau des invest. On parle d'un user story doit être indépendant. Donc, un user story doit être indépendant. Il ne doit pas dépendre d'une autre fonctionnalité quelconque pour être développé.
il doit être négociable, c'est-à-dire que en équipe, vous devez négocier comment est-ce que vous devez constituer ces user stories. Par exemple, et ajouter une valeur, c'est-à-dire que lorsqu'on finit un user story, ça doit avoir de la valeur. Ça doit être, quand on les teste, c'est déjà une fonctionnalité dont un utilisateur peut, ou bien un stakeholder peut être déjà content sur cette livraison-là. Estimable, c'est-à-dire qu'on doit estimer, par exemple, ça peut peser combien, c'est quoi la valeur de ces user stories. Et au niveau des small, très petites, je vais insister là-dessus. Je crois que les erreurs se font un peu plus à ce niveau-là. Par exemple, on va créer un user story qui c'est vague en fait. Authentification, il y a beaucoup de choses dans via comment on appelle Apple, email et mot de passe. Et lorsqu'on dit juste authentification, ces user stories en fait contiennent beaucoup d'aspects par email et mot de passe, email et mot de passe et inscription par Gmail, inscription par Facebook et inscription par Apple, les découper comme ça. Et puis chaque user story a ses critères d'acceptance et cela facilite en fait le développement et les tests au même moment et l'avancement aussi du projet. Les sprint backlog. Les sprint backlog, c'est en fait, on prend les parties, le user story qu'on a créé au niveau du backlog, que le product owner a créé au niveau du backlog. Il a créé, par exemple, l'inscription par email et mot de passe, inscription par Gmail, par Facebook et tout ça. Et c'est maintenant au niveau du sprint backlog, au niveau de sprint planning, on définit quels sont les user stories qui, on commence les sprints 1 par exemple. Quels sont les user stories qui feront partie des sprints 1? Et les user stories qu'on va placer dans les sprints en cours, c'est ce qu'on appelle les sprint backlog. Au niveau des sprint backlog, les sprint backlog contiennent que des user stories qui seront développés durant ces sprints-là. Et l'équipe de développement les met à jour au fur et à mesure que la réalisation et le développement du produit avancent. Et on a l'incrément qui fait partie des artefacts Scrum aussi. L'incrément, c'est en fait les résultats d'un sprint. Donc, c'est un livrable. Après chaque 2 semaines, on a un livrable à présenter au client. C'est ce que Scrum appelle incrément. Lorsque on on choisit des user stories à travailler durant les sprints, on les teste, on dit que ça respecte la règle de definition of done, c'est-à-dire que c'est terminé. Et lorsque tous ces user stories sont terminés, et en principe, ça doit donner naissance à un profit. On doit avoir des incréments. Après chaque 2 semaines, on a des incréments et c'est au fur et à mesure comme ça que les produits évoluent. On a développé par exemple l'authentification avec toutes les manières possibles, Google, Facebook,
Apple, et ça respectait déjà les definitions of done, c'était terminé. Et au niveau de l'incrément, on aurait un produit qui l'utilisateur peut déjà tester. L'inscription par adresse, par email et mot de passe, il est testé déjà. Et puis par Facebook ou bien par Apple, il peut déjà les tester. Et je vais parler d'une anecdote. Je crois mon ancien CEO, là où j'ai travaillé la première fois, me disait les clients aiment cliquer. Les clients aiment cliquer. Il y a d'entre nous encore collègues de développeurs, en projet, moi, les clients ne t'ont jamais vu. Et il t'a donné déjà, par exemple, 50% de son argent. Il s'inquiète 2 mois, 3 mois. Il n'a jamais cliqué. Et c'est pourquoi il y a la méthodologie agile pour vous permettre d'évoluer avec les clients d'une manière incrémentale et itérative. Après chaque 2 semaines, il a de livraison. Je vous assure que si vous travaillez avec un client comme ça en freelance, vous lui rassurez. Et puis, on a aujourd'hui les méthodologies qui sont nées grâce à l'agilité, des méthodologies DevOps, des CI/CD qui sont nées grâce à l'agilité pour venir en fait supporter l'agilité dans son fonctionnement incrémental. Les clients doivent avoir des résultats après 2 semaines. Comment les livrer? Vous pouvez automatiser indispensable à connaître au niveau de Scrum. On a les backlog refinements. Les backlog refinements, c'est une activité que l'équipe doit faire parfois 1 fois par semaine. C'est pour clarifier les user stories, ajouter des critères d'acceptance, vérifier si les critères d'acceptance ne sont pas très bien ajoutés et diviser si c'est trop gros. C'est ce que je venais de parler, que les caractéristiques d'un user story doivent être small, très petites. Vous ne devrez pas recouper de grosses fonctionnalités dans un user story. Et au niveau du backlog refinement, c'est en fait revoir tous ces éléments-là, voir ce qu'il y a à fixer et les fixer le plus rapidement possible pour que lorsqu'on va les mettre dans un sprint, que ça puisse directement respecter les règles inverses de user story. Et on a les estimer leur complexité avec le planning poker. Le planning poker, c'est aussi une activité qui se fait pendant les valeurs va peser par exemple une valeur 5, va peser une valeur 8, ou bien vous pouvez aussi utiliser des sizes comme medium, large, XL, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, des valeurs comme ça. Vous dites par exemple les user story 1. Toi, espérant, tu estimes que ça peut peser combien? Ça
tu estimes que ça, vous allez faire une moyenne par rapport aux estimations de chaque membre et vous allez estimer la user story. Et on a le story mapping. Au niveau du story mapping, le story mapping, c'est en fait, c'est aussi une partie très importante dans le product management. C'est la partie, les MVP. Qu'est-ce qui, vous allez, il y a un projet, c'est un gros projet, vous avez un gros projet. Vous n'allez pas venir commencer à développer tous les projets. C'est les erreurs qui... Or, vous devrez décider. Vous avez le roadmap de votre product. Vous savez comment est-ce que la vision de votre produit, vous savez où est-ce que votre produit, où est-ce que vous voulez aller avec votre produit, quelles sont les fonctionnalités que vous devez avoir dans votre produit. Vous ne commencez pas à le développer tous directement. J'ai travaillé avec une équipe avec un gars qui a été product owner, qui a fait des erreurs comme ça. Les stakeholders l'a déjà donné beaucoup de fonctionnalités, comment il voulait que son application fonctionne. Et lui, il venait, on n'a rien défini en termes de MVP ou bien des releases. Qu'est-ce qui sera un release? Qu'est-ce qui sera des MVP? Et il venait, par exemple, aujourd'hui, il dit, bon, écoute, travaille sur les calls, travaille déjà sur une fonctionnalité qui fait les calls, qui fait un appel avec Twilio et tout ça. Là, vous faites des choses comme ça. Et puis, conséquence, c'était quoi? C'était que après 2 mois, 3 mois, 4 mois de développement, l'application n'était pas liée, en fait. Les produits n'étaient pas liés et testables et utilisables. Parce que les choses étaient éparpillées, en fait. On travaillait sur des trucs parce qu'ils ne respectaient pas, en fait, tout ce qui était invest dans la construction des user stories. Donc, on s'est retrouvé après 5 mois de développement. Tu partais dans une démo, on te demandait de faire une démo de comment est-ce que tu fais les calls et puis tu lances au niveau d'autres termes indispensables, on parle de la vélocité. La vélocité, c'est en fait une manière où ça permet en fait de déterminer l'effort que ton équipe de développement peut réaliser par rapport aux tâches programmées pendant un sprint. Comment est-ce que cela se réalise en fait? C'est mesurer la vélocité de ton équipe, c'est en fait mesurer aussi la capacité de ton équipe. Donc, c'est que tu vois, dans un sprint, vous avez par exemple, qu'est-ce que je peux, l'exemple que je peux donner ici, vous avez par exemple 3 user stories. Vous avez 5 user stories à
14, 20, c'était 29. Et le total, c'est 29. C'était 29 et l'équipe a réalisé combien? L'équipe a réalisé 4, 12, 12, puis 21. L'équipe a réalisé 21 sur 12, je crois. Il a réalisé 21 sur 12. Ouais. Il a réalisé 21 sur 12. Donc, normalement, en termes de pourcentage, vous calculez en termes de pourcentage, ça vous sort le pourcentage de la vélocité de votre équipe. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau-là, vous vous dites que mon équipe, la dernière fois, premier sprint, deuxième sprint, troisième sprint, ils n'ont pas pu réaliser ils n'ont pas pu réaliser toutes les 29 par exemple. Vous voyez que la première fois, ils ont réalisé 21, la deuxième fois, ils réalisent 22, la deuxième fois, ils réalisent 20. C'est en fonction de ça que maintenant vous décidez que nous allons limiter, nous allons définir la vélocité de notre équipe à 20 par exemple. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous l'avez défini à 20, donc c'est-à-dire que la prochaine fois que vous commencez à faire les sprint planning, vous faites quoi? Vous allez limiter la vélocité de votre équipe à 20. Donc, les user stories que vous allez choisir doivent se limiter à 20 parce que vous avez déjà mesuré la capacité de votre équipe et votre équipe n'arrive pas à dépasser la vélocité 20 et vous êtes sûr qu'à chaque sprint, vous allez commencer à finaliser tous les user stories parce que dans la règle Scrum, les user stories ne doivent pas être laissés en fait pendant un Scrum. Tous les user stories qui sont définis, ajoutés dans un Scrum pendant les Scrum planning doivent être réalisés à la fin du Scrum et être testés à la fin du Scrum. En résumé de tout ce que je viens de palper, le flux Scrum se résume un peu comme ça. Il y a l'idée du client et story par les product owners et les user stories qui sont placés au niveau des backlogs. Et il y a des backlog refinement pour voir des planning, pour faire des planning poker et estimer des tâches. Et puis, il y a les sprint planning pour faire quoi? Pour sélectionner quels sont les user stories qui seront traités pendant ces sprints. Et puis, vous définissez un sprint par exemple, d'une semaine ou de 3 semaines. Et puis, à la fin des sprints, vous avez un sprint review pour faire les démos présentées aux clients et faire des sprints rétrospectifs pour voir si vous avez eu des problèmes pendant la réalisation la réalisation du sprint et qu'est-ce que vous avez à améliorer à l'intérieur. Je crois que pour aujourd'hui, on se limite là. Merci. Et il y a des questions? En tout cas, merci beaucoup, Enoch. C'était vraiment une vraie masterclass. En tout cas, j'ai beaucoup appris. J'espère aussi tous les participants seront d'accord avec moi qu'on a vraiment assisté à une masterclass. En tout cas, bravo à toi, Enoch. C'était si génial. Voilà, il y a quelques questions ici. Je ne sais pas si tu peux directement voir dans les chats. Je ne vois plus là. Il y avait 2 personnes qui avaient poussé, mais là, je ne vois plus. Non, j'ai pas de questions. Je vais Par contre, il y a des questions au niveau du chat que tu peux jeter un œil là-dessus.
Oui, Enoch, tu es là? Ouais, je t'écoute, cet ordinateur me fait des scènes. Oui, je disais, il y a des questions au niveau du chat. Ok. Ouais, si tu peux Voilà. répondre. Au niveau du chat. Est-ce que, espérant, tu peux me lire des questions, please, pour que Oui, j'avance je ne vois plus ça. plus J'ai rapidement. cliqué sur le chat, mais malheureusement, je ne vois plus. Je ne sais pas, Michael, toi, Espérant, tu tu vois es les là? questions? Oui, je suis là. J'ai cliqué sur le chat, mais je ne vois plus les questions. Avant, je le Espérant. voyais, mais... Oh là là. Ah, désolé. Je disais, je suis là. J'ai cliqué sur le chat, mais je ne Est-ce que vois plus les tu peux questions me lire, qu'il avait écrites avant. Je ne sais pas si c'est parce que la personne s'est déconnectée Mike? que les questions ne s'affichent plus ou comment. Moi, je ne vois plus. Je ne sais Moi, pas qui j'ai le voit. toujours. Moi, je vois ça. Moi, je D'accord, tu vois peux ça. le Michael, lire alors. Alors, la première question, c'est Joël qui a posé la Mhm. question. Il demande quels sont les points importants ou incontournables pour définir un user story. Ouais. C'est comme je parlais de Invest. J'ai parlé d'Invest. Pour définir un user story, il faut que un user story soit d'abord indépendant. Ça ne doit pas dépendre des autres fonctionnalités ou bien d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'il puisse être réalisé, il faut qu'une autre chose soit d'abord réalisée. Ça fait un blocage à ces user stories-là. Et la user story doit être négociable. Vous pouvez en discuter en équipe et cela doit apporter une valeur au produit en fait. Lorsque un user story est terminé euh, et on déplace le definition of done à done, donc c'est-à-dire que ces user story là doit ajouter de la valeur au produit. Donc c'est-à-dire comme je parlais de register avec email et mot de passe. Donc, lorsque ce user story est fini, on doit être en mesure de tester cette fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire c'est une valeur qui est ajoutée au produit. Et surtout, la qualité encore, indispensable qu'un user story doit avoir, c'est ça doit être petite, très small. Ça ne doit pas contenir beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur, comme dire je vais un user story qui fait paiement carte bancaire et paiement en ligne. On parle on surnomme un user story paiement en ligne. Cela constitue beaucoup d'éléments à l'intérieur en fait, parce qu'on peut payer par carte bancaire, on peut payer par M-Pesa, on peut payer par Orange Money, on peut payer par PayPal et tout ça là. On peut payer par carte cadeau et tout ça qui sont un peu plus Europe. Donc maintenant, pour que les user stories soient la règle soit respectée, on doit les découper en petites portions. Donc, c'est-à-dire, au lieu de paiement en ligne, du coup, on, on aura par exemple le paiement en ligne qui sera comme Inepic parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, on n'aura pas beaucoup de temps d'aller sur Jira pour pratique. Peut-être qu'on verra avec Espera si on peut organiser quelque chose de pratique un peu plus rapidement. On a des épiques, un épique qui est un peu une grande fonctionnalité, comme à l'exemple que je donne. L'épique sera paiement en ligne. Et puis, à l'intérieur des épiques, on a maintenant des user stories qui sont paiement par carte bancaire, paiement par M-Pesa, paiement Orange Money, paiement par PayPal. Donc, c'est-à-dire que si paiement par carte bancaire est fini, il y a une valeur ajoutée qui s'est ajoutée au produit. Maintenant, on peut payer par carte bancaire. Si on fait paiement par M-Pesa et on clôture ça, on a paiement par M-Pesa qui s'ajoute. Donc, c'est une valeur qui s'est ajoutée au produit. Et espérons que j'ai répondu à la personne qui a posé la question.
Joël, j'espère que tu as obtenu ta réponse. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, il y a une deuxième question. Mhm. C'est Omu Kone. Il dit bonsoir. Si on développe des API côté backend, Mhm. est-ce que le product owner ou le client sera en mesure de comprendre et de valider ces types de livrables techniques, même si on utilise par exemple de Swagger pour les documenter? Ouais, Après 2 semaines, bien sûr. Il a précisé aussi le temps. ouais, c'est ce que je vais encore, je vais répondre là-dessus. Euh, Lorsqu'on parle d'un user story, on dit qu'un user story doit être une valeur ajoutée qui doit être testable. Donc, une API n'est pas une valeur ajoutée qu'un utilisateur final va tester. Donc, à la fin de user story, un utilisateur final doit tester cette fonctionnalité-là. Donc, c'est-à-dire quoi? Par exemple, on a, on rebondit à l'exemple de inscription par email et mot de passe. On sait que au niveau de développement, on aura la partie front-end et la partie back-end qui doit se rassembler pour définir cette fonctionnalité-là à done, à terminer. Donc, les definition of done de cette fonctionnalité doit avoir un front-end et un back-end qui se connectent et qui est lié à la fin. Un utilisateur final peut la tester. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand on définit un user story, à l'intérieur d'un user story, il peut y avoir des sous-tâches. On définit la user story comme on l'a présenté là. Et puis, en tant que nouvel utilisateur, je vais m'inscrire avec mon adresse email et un mot de passe sécurisé afin de créer un compte personnel et accéder à l'application. Et puis, on ajoute des critères d'acceptance qui sont l'utilisateur doit saisir une adresse email valide, les mots de passe contenir au moins 8 caractères, un email de confirmation est envoyé après l'inscription. Donc, au niveau de l'équipe de développement, on a des back-end et on a des front-end. Les back-end se chargent, on a à l'intérieur des user stories, on peut découper des sous-tâches dans ces user stories. Dans des sous-tâches, il peut y avoir développer une API pour une API qui répond à ces critères d'acceptance. Et une fois que l'API est développée, au niveau du front-end, on a aussi des tâches de front-end, développer une interface qui répond à ces critères d'acceptance. Et puis, il y a l'intégration qui doit se faire entre les front-end et les back-end. Et lorsque l'intégration est faite entre les front-end et les back-end, à ce niveau-là, on peut la tester. On peut tester cette fonctionnalité-là. On la teste, même un non-technicien peut tester cette fonctionnalité-là. On ne peut pas livrer une API à un stakeholder. Un stakeholder, c'est un non-technicien, c'est quelqu'un, lui, il a besoin de cliquer. C'est un client, il a besoin de cliquer. Donc, en interne, on a les front-end et les back-end qui seront en communication et puis liés. Et puis à la fin, on a la definition of done de ces user stories. J'espère répondre à la question. Oui, je crois que c'est bon pour les questions en tout cas. Au niveau du chat, en ce qui me concerne, moi, j'avais pas vraiment de questions. Tu as été très bien présenté pour moi et c'est très, très clair. En tout cas, merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans le chat ici? Bonsoir. Merci pour la réponse. Ok, je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Ouais, je vois une main là. Je crois qu'Espérance. Ah, ok, Espérance, vas-y. Non, non, c'est pas moi. Il y a une main Bouloupi. Attendez. Ouais, Joël, Il y tu a peux y aller. Joël. Hein. Bonsoir, désolé, hein, je suis arrivé en retard et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on a parlé. Je suis arrivé juste quand vous parlez du backlog. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire un tout petit résumé sur ce que on a discuté juste avant le backlog. Merci. Oh, juste avant le backlog, je crois hmm, on a parlé des Scrum en général, on a parlé de l'agilité, que l'agilité euh, permettait de gérer le projet en avançant petit à petit d'une manière incrémentale, comparé à l'ancienne manière de méthodologie comme la méthodologie V, la méthodologie classique qui on devrait travailler sur beaucoup de choses sans pourtant livrer où les livraisons se faisaient par exemple après 1 an ou 2 ans ou 9. Et à la fin, on pouvait avoir des incertitudes lorsqu'on on les présente sur les, stake, les stakeholders qui sont des clients finaux. Ça peut ne pas répondre à leurs besoins et il y a beaucoup de travail de, de, de fixation à faire ou peut-être même tous les produits ne rencontrent pas les besoins des clients et c'est un gâchis en temps. Par contre, avec l'agilité, on avance progressivement en recevant des retours après 2 semaines, chez les stakeholders ou les clients finaux du projet. Et on a parlé aussi de des différents événements Scrum où on parle que Scrum on a des sprints qui sont des périodes d'une durée à 1 à 4 semaines où, qui sera associé à une liste de fonctionnalités à réaliser pendant ces 2 semaines-là. Et à la fin de chaque sprint, on a à la fin de chaque sprint, on a des sprint reviews qui sont organisés comme des ateliers démo pour pour présenter le travail qui a été réalisé pendant 2 semaines et pour planifier ce qui sera fait dans un sprint. L'événement Scrum s'appelle le sprint planning. On planifie ce qui sera fait et définir les user stories qui seront réalisés pendant 2 semaines. Et puis, on a les daily meetings qui sont un rituel qui se fait chaque jour pendant l'événement Scrum. Donc, il faudrait que chaque membre d'équipe doit se poser 3 différentes questions. Ce qu'il a fait hier, doit répondre à ces 3 différentes questions. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il fera aujourd'hui et quels sont les éventuels blocages qu'il rencontre. Et ces 3 questions-là ne peuvent pas, ce sont juste des simples questions et à répondre rapidement dans les daily meetings parce que les daily meetings ne prennent que 15 minutes. Et on ne résout pas des problèmes dans les daily meetings. On a des sprint reviews comme j'ai parlé ce sont des démos pour présenter le travail qui a été fait et tout ça là. Et on a parlé de l'équipe Scrum qui est constituée de Product Owner, équipe de développement et les Scrum Masters. Et je crois, en résumé, c'est ce qu'on a. On a parlé aussi des artefacts Scrum qui sont, on a les Product Backlog qui est constitué de User Story et puis on a les Sprint Backlog et puis on a les incréments qui sont comment on appelle, ce sont des livrables après chaque sprint. Espérons que j'ai répondu à ta question, j'ai répondu un peu en résumé des... Et espérons, j'avais vu... ouais, Joël, c'est OK? Ouais, il y a aussi une Ouais. question de Grace Yengo.
Mhm. dans le chat. Il dit juste savoir quand il y a un projet géré avec Scrum, comment estimer les coûts monétaires du projet? En fonction de quoi concrètement qu'on peut dire à un client, ce projet va coûter autant. Normalement, Scrum ne permet pas une estimation monétaire d'un projet. C'est plutôt bon. Je vais plutôt, par exemple, donner une méthodologie que toi, peut-être moi, je peux utiliser. Moi, j'utilise, hein. Donc, l'estimation d'un projet en termes monétaires euh, dépend de la grandeur du projet et dépend la plupart des cas de la personne qui est devant la personne qui la développe aussi. Donc, euh, quelqu'un te dit de faire un landing page, donc juste un site classique et tout ça là, tu évalues plus en termes de l'énergie que toi tu vas dépenser, comment est-ce que tu charges, par exemple, tu tarifies, je peux dire par exemple par nombre d'air. Par exemple, moi c'est par air. Tu peux dire par exemple, toi tes nombres par air, tu tarifies par exemple $50 par heure ou bien $10 par heure. Donc, et tu te dis par exemple que tu feras ce projet-là pendant 2 semaines ou bien 3 semaines. Donc, tu fais le calcul en fonction de ta charge horaire et tu te dis par exemple, tu vas commencer à, à travailler par jour 3 à 4 heures ou 5 heures ou bien 8 heures du temps comme les heures normales de travail. Et c'est en fonction de ça que tu calcules et le nombre de temps que tu estimes que le projet va faire. Tu calcules et puis tu sors un montant total que tu peux euh, charger au client. Ça, c'est en termes de conseils, ce que je peux donner. Mais Scrum n'est pas pour estimer les montants des projets et tout ça. Sinon, Ouais. en fait, non, j'allais demander, il y a moyen que tu puisses envoyer aussi les slides comme ça, vu qu'il y a d'autres notions qui sont passées un peu vite, on n'a pas eu le temps de tout lire. On pourrait aussi toujours revoir ça avec l'explication déjà dans la présentation était vraiment très top, mais histoire aussi de toujours garder une documentation par rapport à l'explication. Ouais, ça sera publié dans notre serveur Discord, juste à la fin. Ouais. Je vous laisse également les liens. Super, super ça. Je vais partager ça, peut-être Espérant va partager aussi sur les pages et tout ça là pour parler de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est bon, j'ai D'accord, déjà laissé les liens dans les chats super pour présentation. rejoindre les serveurs Discord. Ok, D'accord, la présentation était vraiment très top. Donc, de ma part, c'est vu qu'on a déjà bossé aussi avec toi sur cette méthodologie de faire, en explication, c'est encore meilleur et très ravi, vraiment. Je sais pas pour les autres, mais pour ma part, je suis vraiment très ravi. ok, merci. Je crois que les autres, s'il il n'y a pas encore des questions ou des remarques ou bien des notions que vous voudrez bien euh, qu'on aborde peut-être prochainement sur Scrum, vous pouvez bien les mentionner avant qu'on quitte, on termine cette réunion. Pour ma part, je pense que, sauf Espérant, je crois que c'est à toi de clôturer. Moi, je pense qu'on a terminé de mon côté. D'accord. Est-ce y a-t-il encore d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter par là. Et merci beaucoup à Enoch pour cette meilleure présentation. En tout cas, tu as été waouh. Et merci également à tout le monde pour votre participation. Et
J'espère que on va partager la présentation du slide dans nos différents canaux et le prochain atelier également vous sera communiqué dans les groupes. Pour ceux qui sont là et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté La Ravengers, il y a juste dans les chats le lien de notre serveur Discord. Oh. Y a-t-il encore des questions? Ok, merci, Ravi. Merci d'être là et je crois qu'on se verra à la prochaine. À la prochaine, excusez, peut-être que j'ai utilisé beaucoup de termes d'anglais. Excusez-moi. Ouais, mais c'était cool. On a beaucoup appris, on a beaucoup appris. Surtout moi en particulier. En tout cas, c'était top. C'est le jargon de la tech, c'est normal. C'est la langue de la tech. Et cette présentation ici est aussi enregistrée. Et je crois demain ou après-demain, ça sera publié sur notre chaîne YouTube. Ok, top. À la prochaine. À la prochaine et merci beaucoup.